Bonsoir, si vous découvrez ce programme et que vous comptez le regarder, eh bien vous faites bien. Nous sommes Sport Business Africa, la première émission traitant des questions de gouvernance, d'économie et surtout de marketing du sport en Afrique et partout dans la francophonie. Installez-vous confortablement, tout de suite de sommaire, une signature de David Kevin Abala. Au sommaire de Sport Business Africa, Actu. Le championnat d'Afrique des Nations connaît depuis cette semaine ses 16 protagonistes. Amenés à être la plus belle fête du football africain en 2020 au Cameroun, que faire pour améliorer la notoriété de ce tournoi, mais surtout comment le rendre rentable pour le pays organisateur. Sport Business Africa vous propose un documentaire exclusif jamais diffusé à la télévision. 6 minutes en immersion dans les infrastructures qui abriteront la compétition. Une vidéo mise à notre disposition par la Confédération africaine de football. Sport et développement. Nous mettons cette semaine un accent sur les modèles de coopération entre les académies africaines et celles basées en Europe. Zoom aujourd'hui sur le partenariat entre l'Académie OFTA de Kribi au Cameroun et la Manchester International Football Academy, le centre de formation des Reds des villes de Manchester United. Pour en parler, nous aurons en direct de Kribi Silas Bouélé, le président d'OFTA, et Alirou Sango, expert UEFA en développement du football jeune et représentant Afrique de l'Académie internationale de football de Manchester. La stat de la semaine. Comment améliorer l'aura des sportifs africains sur les réseaux sociaux? 42 millions d'euros, voilà ce que devra empocher Cristiano Ronaldo en fin d'année grâce à ses publications sur Instagram. On est très loin de son salaire de footballeur qui est de 35 000 euros. Cette information nous est révélée par la firme portugaise EQII Sport, spécialisée dans les études relatives au comportement des sportifs sur les réseaux sociaux. Ainsi, dans le top 10 des footballeurs les plus suivis sur le web 2.0, figure un seul Africain, l'Égyptien Mohamed Salah. On en discute dans Sport Business Africa. Enfin, Focus. On parlera de Conviction Dream Academy, un centre de formation qui donne espoir aux jeunes Africains désœuvrés vivant en Turquie. On prendra donc la direction d'Istanbul, où nous attend Malik Alima, jeune fondateur et manager de cette académie. Sport Business Africa, c'est aussi vos rubriques habituelles avec un grand quiz sur le Chan. Installez-vous confortablement, ça démarre à l'instant. Voilà, le championnat d'Afrique des Nations connaît depuis cette semaine ses 16 protagonistes. Eh bien, on sait ceux-là qui représenteront donc leurs différentes nations lors de ce tournoi. D'ailleurs, dans un tweet publié cette semaine par le président de la Confédération africaine de football, Ahmed Hamad, on apprenait bien évidemment que la fête sera très belle au Cameroun. Et sur ce plateau, j'ai donc deux personnes pour en parler de ces sujets-là et de tous les sujets qui ont été évoqués dans le cadre de ce sommaire par David Kevin Abala. À ma droite, il s'appelle Pierre Toukoulou, c'est un habitué de ce plateau. Il est le directeur, le CEO de l'entreprise Tattoo Vibe Sports Entertainment, spécialisé dans les questions de marketing et de management de sport et de divertissement. Il a lancé son entreprise en 2016 du côté des États-Unis. Il est aujourd'hui installé au Cameroun et il a travaillé sur pas mal de projets événementiels sportifs. Salut Pierre Toukoulou, je l'appelle affectueusement Tatou. Comment tu vas? Bonsoir, Franck Juscelin, comment ça va? Et j'espère que toi tu vas bien aussi et que tes téléspectateurs vont super bien. Ouais, moi je vais très bien et je suppose que les téléspectateurs de HTV et de toutes nos chaînes de télévision partenaires vont également bien. À ma gauche, il s'appelle Yannick Francis Deguet. Il avait été avec nous pendant pratiquement toute la saison 1. Il nous revient donc pour cette saison 2. Il faut rappeler que c'est le manager général de l'entreprise Six Sport Marketing and Advertising, spécialisé dans les questions de marketing de sport et surtout de la publicité de sport. Ces derniers temps, il traite beaucoup des questions relatives à l'activation et à la fan experience. Il est donc également le project manager d'un événement qu'on a évoqué la semaine dernière. Il s'agit bien évidemment de Yafé Sport Experience. Salut Yannick, comment tu vas? Salut France, salut Tatou, salut à tous les téléspectateurs de Sport Business Africa. Alors, on parlait tout à l'heure de Yafé Sport Experience. De quoi s'agit-il? Yafé Sport Experience, c'est une immersion dans le divertissement sportif. Quelque chose que nous allons proposer au public de Yafé, qui est déjà très nombreux à Yaoundé. Yafé, c'est l'événement Yaoundé en fait qui est à sa 14e édition.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a fait 60 000 visites par jour. Je pense qu'en termes d'affluence en Afrique centrale, c'est tout ce qu'on peut avoir de mieux comme événement. Et maintenant, notre logique était justement de positionner cette valeur perçue du sport qui, au-delà d'être une activité physique, est aussi avant tout un divertissement. Maintenant, notre idée était justement de se rapprocher de ce que la communauté camerounaise et même internationale peut avoir comme divertissement et proposer des ateliers sportifs à côté de cela. L'idée étant, comme je l'ai dit, de démontrer par ce concept-là que le sport est un divertissement, peut-être bien plus encore. Donc c'est peut-être la petite innovation que va apporter Yafé de cette année. Je pense que ce sera quelque chose de super bien pour d'abord les habitués de Yafé et qui sont déjà à la base des très grands fans de football, de sport de façon générale. Bien évidemment, on aura l'occasion de parler et de reparler de cet événement parce qu'il faut dire que Sport Business Africa est donc l'un des partenaires clés de cet événement. Donc on aura l'occasion de revenir en détail comme c'était déjà le cas la semaine dernière. Et bien on l'annonçait tout à l'heure en sommaire, un document spécial sur le CHAN qui nous a donc été donné par la Confédération africaine de football. Il faut rappeler que c'est un documentaire qui n'a jamais été diffusé à la télévision. Et il s'agit donc d'une immersion dans les différentes infrastructures sportives qui auront la chance d'abriter le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, ici même au Cameroun. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va vous donner l'occasion de regarder 2 minutes 30 ou alors 3 minutes de ce documentaire et on prendra le reste la semaine dernière. C'est tout à l'heure. Et c'est une réalisation de la firme AFAM Company en coopération avec le ministère camerounais des Sports et de l'Éducation physique et la Confédération africaine de football.
Voilà, c'était un avant-goût donc de ce documentaire exclusif jamais diffusé à la télévision que vous aurez donc l'occasion de découvrir en intégralité la semaine prochaine. Ça vous permet déjà d'avoir une idée claire de quoi il s'agit. Alors nous les gars, on va revenir un peu sur le volet organisationnel de cet événement. Moi, la question que j'aimerais me poser est celle de savoir comment entrevoyez-vous le CHAN l'année prochaine au Cameroun, Tato? Déjà, il faut dire que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwandé-Kombi, qui est président du comité local d'organisation, a nommé, je crois que c'était en début de semaine, des membres du secrétariat de la direction du tournoi. Et j'ai quand même vu, pour la première fois au Cameroun, il faut le dire, j'ai quand même vu quelques personnes, quelques techniciens, nommés à ces postes-là, même si je déplore que c'était une nomination. Bon, bref, on va laisser passer. C'est la nomination du ministre, mais bon. Là, on a vu quand même pour la première fois des spécialistes en événements sportifs, des spécialistes en marketing sportif, des spécialistes en communication sportive. Donc, on se dit justement que ça pourrait être mieux organisé que des compétitions qu'on a l'habitude de voir au Cameroun. Et ça revient à une seule chose, mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Donc, l'idée d'une belle fête au Cameroun passe par plusieurs éléments. Déjà, il y a une communication. Nous sommes en octobre 2019. Le CHAN, techniquement, se jouerait certains parlent de janvier, d'autres parlent d'avril, d'autres parlent de juin. Non, c'est calé déjà, ce sera du 3 avril au 28 avril 2020. Ok, donc ça veut dire que si nous sommes en avril 2020 et que nous sommes à la date d'octobre 2019, il n'y a pas encore de communication précise sur le CHAN, on a un problème. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais le gouvernement gagnerait à déjà commencer à communiquer sur le CHAN, parce que réussir un événement comme celui-là, ça passe par la communication. Maintenant, si vous me posez la question par rapport au CHAN 2020, comment est-ce que ça sera organisé? Je ne vais pas tout dévoiler ici, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que si on a des bonnes personnes, des hommes de métier dans le comité d'organisation, pas des fonctionnaires au sens large du terme, des gens qui ont été formés pour des tâches bien précises, on se dit peut-être que ça serait mieux. Mais dans l'ensemble, il y a des agences au Cameroun qui sont prêtes à accompagner, je continue à le dire. Et il faudrait qu'on fasse appel à ces agences-là. Même si au sein de ces comités-là, on a quand même, de ces commissions-là, on a quand même des secrétaires de la direction du tournoi, on a quand même des spécialistes. Il faudrait réunir les gens qui peuvent autour de la table et dire, bon, allons-y, créons une grande fête. Alors, Yannick, moi, directement, la question qui me traverse l'esprit, c'est comment on rentabilise? Comment le pays organisateur rentabilise? Il faut rappeler que le CHAN, c'est une compétition qui avait été annoncée en grande pompe par Issa Hayatou. On voyait en cette compétition le dauphin de la CAN, mais c'est une compétition qui a du mal à véritablement décoller du point de vue économique. Comment rentabiliser grâce à cette compétition-là? Déjà, je ne pense pas que le mot rentabiliser soit le mot d'aujourd'hui. S'il faut rester dans le postulat selon lequel la Grande Cannes n'est pas déjà rentable du point de vue économique, peut-être je peux avoir un retour sur l'objectif, peut-être pas un retour sur l'investissement pour les pays d'accueil. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, le ramener au CHAN, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'immédiat. Mais les stratégies, oui, il faut en développer maintenant. Il faut vraiment être orienté long terme. Déjà, j'avoue que je suis de ceux qui n'ont pas, je suis pas encore convaincu du bien fondé du CHAN. Déjà, sur le plan sportif, je pense que le plateau sportif, lui, est déjà réduit. Je me souviens encore de ce point de vue de Bell que je partage, Antoine Bell, que je partage entièrement, qui pensait que l'idée de faire un championnat réservé aux joueurs jouant en Afrique était déjà un aveu d'échec. Techniquement, ça veut dire que si vous ne pouvez pas jouer à l'équipe nationale, à l'équipe A,
si on sait que l'équipe première est une constellation de joueurs d'élite, alors on peut se dire que ceux qui jouent en Afrique sont des joueurs, entre guillemets, de niveau intermédiaire. De ce point de vue, le CHAN ne sera pas quelque chose d'assez attractif, que ce soit du point de vue médiatique, étant entendu que le média a un raisonnement qui est aussi orienté avec un raisonnement économique. Il faut avoir des mégastars pour développer l'audience. Si on va sur les joueurs qui, pour la plupart, jouent dans des championnats qui sont déjà très faibles médiatiquement, s'il faut revenir au niveau du Cameroun, on ne peut pas dire que le taux d'intérêt sur les liens en table a prime. Est le même que sur le championnat local. Ça, c'est un problème. Maintenant, si on prend l'ensemble des joueurs qui jouent sur le championnat local, qui ne sont déjà pas des joueurs avec un fort pouvoir attractif sur le plan médiatique, c'est une démonstration parfaite pour dire que le CHAN, justement, aura peu d'intérêt pour le public. Maintenant, un événement de plus dans le portefeuille de la CAN, c'est une bonne chose. Ça que je dis, il faut être patient. Il faut peut-être convaincre les gens comme moi, peut-être pour nous dire ok, d'accord, on peut construire un projet, mais je ne vois pas le CHAN être la grande fête, la superbe fête du football continental, au même titre que le CAN. Et de ce point de vue, penser à une rentabilité d'ordre économique, je ne vois pas. Maintenant, comme je l'ai dit, pour un pays qui accueille, il y a un positionnement sur le plan marketing territorial. De ce point de vue, on parlera bien évidemment d'un retour sur l'objectif, peut-être pas une rentabilité du point de vue économique. Donc, moi, des solutions de rentabilité à court terme, je ne pense pas. Maintenant, il faut peut-être être assez honnête et revenir à l'idée première qui était, OK, on va faire une compétition qui va servir de plateforme d'entraînement pour les grandes compétitions comme la CAN, par exemple. C'est dans ce registre-là que je mets le CHAN. Même si, avec le développement des médias, on peut trouver quelque chose, des petits schémas qui peuvent aider les annonceurs sur le plan local. Mais de là à penser une rentabilité pour le pays d'accueil, je pense que c'est encore utopique à l'heure actuelle. Mais ça ne veut pas dire que le projet ne pourra pas être attractif, mais il faut avoir une orientation vraiment très long terme. Tout à fait. On aura l'occasion de toute façon de revenir sur cette question-là, parce qu'il faut dire que, je le disais tout à l'heure, le CHAN va donc être organisé au Cameroun en début avril 2020. Donc on aura l'occasion d'en reparler et surtout de vous proposer en intégralité ce documentaire exclusif sur l'immersion dans les infrastructures du CHAN. Alors nous, aujourd'hui, on fait quoi? On tourne la page et on se prend juste après pour parler de développement du football. Voilà, on parle développement, on parle football. Et on continue bien évidemment cette semaine notre série sur les formations, sur la formation, bien évidemment, la formation à la base, la formation des jeunes footballeurs africains. Il faut rappeler que aujourd'hui, nous allons donc mettre l'accent sur ce partenariat qui a été signé entre le club Ofta de Kribi et la MIFA, la Manchester International Football Academy, à travers son partenaire, son représentant Afrique, la Global Elite Sport Management, qui est donc piloté par un certain Aliroun Sangou. Alors les gars, rapidement, que vous inspire ce type de partenariat, notamment entre les académies de football et les grands clubs européens, également les académies européennes qui de plus en plus s'installent en Afrique? C'est le cas entre l'Olympique lyonnais et l'Académie Sacré-Cœur de Dakar. C'est également le cas pour plusieurs académies dans ce sens-là. Qu'est-ce qui explique justement ce nouvel Eldorado des clubs européens pour les académies africaines? Yannick. Eldorado, je ne sais pas si le mot approprié, mais après, les partenariats, on doit en faire dans chaque secteur d'activité. Si le football est un secteur d'activité au même titre que l'énergie, au même titre que l'agro-industrie, évidemment les partenariats entre différents marchés, si on est situé en Europe ou en Afrique, les joueurs sont devenus des produits, sinon des matières premières. Autant donc développer aussi des modèles de coopération qui peuvent permettre à des marchés différents de se structurer mutuellement. C'est-à-dire que pour le cas de l'Afrique, on a naturellement un besoin
en termes de formation, en termes d'équipement, en termes de savoir-faire. Et maintenant, pour des pays développés ou alors des marchés, s'il faut rester dans la terminologie liée à l'économie, des marchés comme en Europe où on a tout, on a juste besoin des matières premières. Dans ce sens, le jour étant le produit qui circule dans cette économie-là, il est intéressant d'aller chercher au moment où il est encore en stade de fabrication, s'il faut utiliser les mots vraiment propres à l'industrie. Un partenariat comme des Manchester qui viennent en Afrique, je pense que ça a tout à fait une cohérence et même des modèles à encourager si on veut développer à la fois le foot africain et le foot européen, qui veut dire sur le plan de la jeunesse, sur le plan du contenu, on a moins des personnes capables ou bien aspirant à jouer au football en Europe qu'il y en a en Afrique maintenant. Dans le schéma inverse, il faut seulement développer à chaque fois savoir ce qu'on on prend du partenariat dans les deux sens. Tout à fait. Et Tatou, il faut dire quand même que la FIFA, bien qu'elle essaye de mettre un certain nombre de restrictions pour éviter ce qu'on pourrait appeler la nouvelle traite négrière du football, malgré ça, on voit quand même que les clubs sont assez intéressés et des partenariats assez solides sont mis sur pied, comme c'est le cas aujourd'hui avec OFTA et l'Académie internationale de Manchester. Ouais, on voit ça aujourd'hui avec OFTA, mais on a vu ça avec l'ANAFoot et Manchester City. Tout à fait. Donc, comme disait Yannick, ce sont des logiques à encourager. Et aujourd'hui, les académies, les grands clubs européens sont dans une logique de développement de la formation à la base. Et il est clair que si, il faut être honnête, s'ils sont avancés, ils sont mieux outillés, mieux équipés que nous, ils ont une technologie beaucoup à des années-lumière de la nôtre, et que nous aussi, on veut frapper à la porte des grands, et qu'on aspire un jour à avoir une chaise à la table du Conseil des Nations, il faut bien qu'ils viennent nous aider, nous accompagner. Donc je pense que c'est dans cette optique-là que OFTA de Kribi, quand elle décide de signer un partenariat avec la Manchester, la MIFA, c'est dans la logique où la MIFA viendrait à OFTA, à Kribi, l'aider à développer déjà la formation à la base, groom, fait grandir les joueurs. Et il faut dire aussi que il y a un constat qui est frappant, c'est que la plupart des joueurs qui sortent du championnat camerounais ou africain pour la plupart, le championnat camerounais en particulier, mais africain en général, le championnat en africain en général, ces joueurs-là ont des problèmes d'adaptation, ont des problèmes de niveau quand ils arrivent à l'étranger et quand ils arrivent en Europe. Peut-être parce qu'ils n'ont pas été formés avec les éléments actuels en Europe. Donc on se retrouve souvent dans une logique où vous avez un joueur camerounais qui part d'ici, il est bon, il a fait sensation au championnat, tant régional, élite 1 ou élite 2, mais il arrive en Europe, il est en deuxième, troisième division, mais on dit que non, il n'a pas réussi les tests parce qu'il y avait des manquements. Tout à fait. Et aujourd'hui, comment combler ces manquements? C'est pas quand le joueur devient adulte qu'on comble les manquements. C'est dès la base. C'est dès la base. Tout à fait. Donc, d'où l'intérêt justement de tels partenariats avec des clubs étrangers. Alors, nous, on fait quoi? On va rapidement prendre le vol pour Kribi, où nous attendons de l'autre côté de la ligne le président il s'appelle... J'aurais pris le bateau. C'est vrai qu'on aurait pu prendre également le bateau parce qu'il faut dire que la ville de Kribi, c'est une cité balnéaire, l'une des principales villes touristiques du Cameroun. Je parlais donc tout à l'heure du président Elvis Silas Boélé qui est donc connecté, on me le signale à l'oreillette. Moi, d'emblée, président, j'aimerais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par Académie OFTA et de quoi s'agit-il concrètement? OFTA, Océan Football Training Association, est une association sportive née de l'envie d'un jeune Camerounais que je suis, M. Elvis Silas Boélé, pour donner aux jeunes de Kribi une chance, puisqu'ils sont talentueux, d'exploiter le don que Dieu leur a donné. C'est ainsi que nous avons commencé par un groupe d'enfants, par les Coupes Top,
Après la Coupe Top, on a été champion dans l'océan, on allait à Douala, on a retenu un des nôtres, le jeune Gaël Etok Junior, aujourd'hui du côté de la Finlande. Nous sommes revenus avec le reste, on s'est mis à travailler par l'encouragement des gens. Et aujourd'hui, nous réunissons environ 350 jeunes sous la houlette du coach Mangue Casimir, assisté de 6 autres encadrés, dont 2 dames. Et à rappeler que OFTA, l'académie est mixte, c'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc à ce jour, nous travaillons pour que le coach Casimir Mangue, comme il est arrivé, c'est pour restructurer l'académie et la rendre vraiment professionnelle, avec bien sûr le concours de la Global Elite Sport Management. Alors, Président, on sait aujourd'hui qu'une telle coopération ne concerne plus que le sport. Et la question que je m'en vais vous poser est celle de savoir comment les autorités de la ville de Kribi ont accueilli une telle nouvelle. Vous savez, quand on commence une œuvre, c'est vous, c'est l'initiateur qui sait où vous allez. Aujourd'hui, le projet OFTA est appréhendé par les autorités. Vraiment, ils le prennent très au sérieux. Et déjà, avec la montée de l'équipe en Elite Tour, ça a suscité beaucoup d'engouement auprès des autorités et des élites. Aujourd'hui, avec la signature de ce contrat de partenariat avec la Global Elite Sport Management, l'autorité a compris une fois de plus que OFTA veut vraiment se moderniser, OFTA veut se professionnaliser. Ainsi donc, vous avez vu lors de la présentation, la signature du contrat, c'est le maire lui-même de l'arrondissement de Kribi 2, depuis que OFTA dépend de Kribi 2, qui est venu présider la cérémonie des signatures de ce contrat très important pour nous. Ce contrat, au-delà de l'aspect sportif, il y a d'abord l'aspect économique, parce que aujourd'hui les équipes de football se transforment en société, et ce partenariat n'est qu'un gain, parce que aujourd'hui OFTA s'est doté d'une meilleure agence, une des meilleures dans le monde aujourd'hui. Une des meilleures, sans doute, dans le monde aujourd'hui. On le rappelait tout à l'heure, on devait même avoir également, il devait être à côté de vous, Ali Roussango, mais on nous a signalé que pendant que vous êtes au téléphone actuellement, il est en train de faire une présentation. Donc peut-être on aura dans le cas de nos prochaines éditions. Et oui, Président, moi je vais ressortir par cette question. Ce serait celle de savoir à quoi doit-on s'attendre en termes de perspective, justement, dans le cadre de ce projet que vous avez baptisé OFTA Champions, Ocean Champions Project. Nous attendons tout simplement pour que dans les perspectives, à moyen et à court terme et à long terme, à court terme déjà, lors de notre congrès, nous avons pour nos populations de Kribi que l'équipe montera en première division. À moyen terme et à long terme, nous avons l'académie à structurer. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Vous savez, quand vous voulez faire une maison, vous cherchez ceux qui peuvent mieux la faire. C'est ainsi que nous avons confié le côté management à la Global Elite Sport Management, qui va désormais s'occuper de tout ce qui concerne le marketing de OFTA, dans le plan marketing, dans le plan juridique, et que sais-je encore, et même de la communication. Nous sommes une jeune association. Nous voulons faire grand. Et pour grandir, il faut s'entourer des compétences. Merci. Merci beaucoup, Président. On comprend donc, pour grandir, il faut s'entourer des compétences. Je crois que c'est ce que disait déjà tout à l'heure Pierre Tatou. Eh bien, on a tourné la page, bien évidemment. Ça veut dire qu'on est dans la stade de la semaine. Et la question qu'on se pose aujourd'hui est comment améliorer l'aura des sportifs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il faut rappeler que 48 millions d'euros, voilà ce que devra donc empocher
Cristiano Ronaldo grâce à ses publications sur Instagram. Il faut dire qu'on est très loin, mais alors très très loin de son salaire à la Juventus de Turin, qui est donc, vous pouvez le voir à l'image, qui est donc de 34 millions d'euros. Eh bien, comment en est-on arrivé là? Et comment inciter les Africains à comprendre aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux? Dans le sommaire de tout à l'heure, David Kevin Abala parlait dans le top 10, mais il faut dire que c'est plutôt dans le top 20 qu'on a un Africain. Il est à la 12e position, il s'agit de Mohamed Salah. Les gars, pourquoi les Africains ne sont pas assez visibles aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Il y a des choses qu'il faut comprendre. Parfois, ceux qui font des études, ils s'arrêtent sur le factuel et peut-être ils n'analysent pas loin, ils ne vont pas plus loin au bout des explications. Tout à fait. Quand vous faites une étude, l'étude est juste comparative, elle n'est peut-être pas explicative. Elle ne cherche pas à résoudre un problème, elle met en lumière quelque chose qui est déjà... C'est un fait, et il y a une cohérence à ce que les Occidentaux soient plus exposés médiatiquement. On va d'abord sur le principe que la notion de réseau social, c'est quelque chose d'assez exotique pour le continent africain. Internet n'a pas été inventé en Afrique. Il y a ces paramètres-là, il y a des éléments culturels à l'utilisation, lié à l'utilisation Internet. Il y a un problème, un déficit infrastructurel. Parce que s'il faut faire, je dis souvent, s'il faut faire des comparaisons à long pourcentage, c'est-à-dire que si on va faire des comparaisons du modèle réseau, je dis quoi, l'étendue du réseau, la population touchée, on pourra avoir les meilleurs pourcentages en Afrique. Ouais. Mais c'est pas là le problème. Il y a une cohérence à ce que Cristiano Ronaldo soit l'une des stars les plus présentes sur les réseaux sociaux quand on parle du football. Il y a une cohérence. Premièrement, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais. Il a joué dans les clubs qui ont déjà, dont la marque est assez diffusée. C'est vrai. Sans tout couper, Yannick, il faut simplement dire qu'il a réussi à détrôner ce mois une certaine Selena Gomez qui jusque-là occupait le premier poste, le premier rang des personnes les plus suivies sur Instagram. Et c'est énorme quand même. Il a réussi à dévancer tous les artistes américains qui jusque-là avaient pignon sur comme Justin Bieber. Exactement. Ça c'est l'autre magie du marketing du football. Ça s'explique aussi avec la force pénétration du football dans la culture, dans les consommations de masse. On consomme désormais le football au même titre qu'on consomme Coca-Cola, au même titre qu'on consomme de la musique, au même titre qu'on boit de l'eau. Donc il est clair qu'une marque sportive soit autant diffusée que peut-être une marque de grande consommation. Maintenant, pour revenir à la spécificité africaine, c'est d'abord, on a deux fronts. Le premier est d'abord culturel. Ensuite, le deuxième est infrastructurel. Si on voit le taux de pénétration d'Internet à Yaoundé... 35% d'après les chiffres du ministère des Postes et Télécommunications. OK, maintenant, si on prend 35%, ça c'est la pénétration. Maintenant, combien sont connectés, combien payent chaque jour, on a l'impression, on sera surpris de voir un peu le déficit. Maintenant, il y a un travail qui doit être fait. C'est à ce niveau que ce genre d'études ont une pertinence, ont une dimension pédagogique pour ceux qui jouent au football en Afrique. C'est comprendre qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se faire de l'argent. Plus que sur les stades, Tatou. Plus que sur les stades. On parle de la publicité et tout le reste. Donc je pense qu'il faut simplement sensibiliser. Maintenant, pour ne pas être très long, il faut juste d'abord, à côté des problèmes qu'on a, maintenant y aller avec une dimension pédagogique, dire aux enfants, OK, utilisez les réseaux sociaux pour vous faire une autorité. D'ailleurs, les gens du showbiz le font très bien au Cameroun. Je pense que Canal 2 a commencé avec quelque chose d'intéressant, primé dans les catégories des gens qui sont plus présents sur les réseaux sociaux. Je pense que si le même mécanisme s'adresse au football, on a plus de footballeurs qui seront présents sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Yannick évoquait déjà donc, des solutions. Tatou, des solutions pour sortir de ce sujet? Bon, déjà, je suis pas très d'accord avec Yannick. Ça m'amuse souvent de dire qu'en Afrique, on vend plus de téléphones Android qu'en Europe. Tout à fait, ça c'est vrai. Il y a cette étude ça m'amuse souvent de dire que je prends le cas du Cameroun. Le Cameroun a moyen de téléphones. Ouais.
Et d'ailleurs, il y a des pays quand même comme le Nigeria qui ont des taux de pénétration qui vont au-delà de 70%. Voilà, par exemple. voilà, et voilà, le Nigeria, voilà. c'est un marché potentiel de 200 millions d'habitants. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, on évoquait comment est-ce qu'on va vendre, on peut mieux vendre le Chan. Et c'est une suite à ce sujet-là, parce que c'est un précédent au sujet dont on entend parler là maintenant, parce que aujourd'hui, on a discuté déjà par le passé ici de la valeur que les athlètes africains mettent au call. Tout à fait. À l'importance de l'image, la valeur de l'image chez les athlètes africains. Je vais vous dire, vous faites une confidence. La semaine dernière, j'ai discuté avec un agent camerounais, un agent de football camerounais, très connu. Et je lui ai dit, mais écoutez, on a un ami commun qui m'a proposé, qui avait proposé de vous rencontrer pour parler de ce qu'on doit en faire au Cameroun et en Afrique. Au niveau du marketing, de la gestion de l'image des joueurs, des athlètes, et du marketing digital et tout ce qui va avec. Et là, vous connaissez la réponse qu'il m'a donnée? Non. Mais j'ai dit, non, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est le terrain qui nous intéresse. Le reste, on s'en fout. Le reste, on laisse les autres faire leur one-man show. Nous, c'est sur le terrain qu'on reconnaît la valeur de nos joueurs. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, sur le terrain, Cristiano Ronaldo est moins payé que sur Instagram. Et moi, au sorti de cette émission, je prendrai la bande de cette émission et je lui enverrai ça pour dire, écoutez, Cristiano Ronaldo fait plus d'argent sur Internet que dans son club. Donc, vous comprenez que si vous êtes encore au niveau où c'est le terrain qui vous intéresse, vous avez rien compris au business. Tout à fait. Alors, on aura forcément l'occasion de revenir sur ce sujet. On fait quoi? On tourne la page et on prend le focus de la semaine. Bah ouais, on disait donc qu'on aura l'occasion de revenir dessus. D'ailleurs, il y a sur ce plateau un monsieur qui va travailler également avec une joueuse. Elle s'appelle Chouid-Dioya Adiara, pressentie pour être la ballon d'or africaine. On aura l'occasion de revenir, peut-être il nous parlera donc de cette collaboration avec Palmarès Sport Organization de l'aîné Nasser Njoya. Alors nous, on revient sur les stades pour faire un focus sur cette académie qui nous a un peu marqué. Il s'agit donc de l'académie d'un Camerounais d'origine qui vit donc du côté d'Istanbul en Turquie. Il s'appelle Malik Alima. Bien, la particularité de cette académie, c'est qu'il recrute au sein de cette académie des jeunes Africains désœuvrés, des sans-papiers qui n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu du côté de la Turquie et il les reconvertit dans le domaine du football et leur donne une seconde chance. C'est un élément qui nous a un peu intéressés et donc on aura peut-être l'occasion, on va donc, si la technologie nous le permet, du côté d'Istanbul pour le prendre. Salut Malik Alima, comment se porte aujourd'hui la ville d'Istanbul? À modeste personne, pour vous parler de l'académie dont j'ai le plaisir de diriger, qui répond au nom de Conviction Dream Sport. À la question de savoir comment va Istanbul, je dirais tout doux malgré la saison hivernale qui pointe à l'horizon, laissant ainsi une légère fraîcheur dans l'air. Croyez-moi, franc, je donnerais tout pour être dans mon Cameroun natal, devant un grand bol de bouillie. Alors, Malik, d'où est venue donc une telle idée, d'où est venue l'idée de cette académie-là? La création de mon académie de football naît tout d'abord de ma passion pour cette discipline sportive. N'ayant pas eu l'opportunité de faire carrière en tant que joueur, j'ai donc décidé de donner la chance à mes jeunes cadets de faire de leur passion leur métier. C'est ainsi qu'en 2008, j'ai eu cette idée de créer une académie de football, mais c'est quelques années plus tard que je vais la matérialiser. Donc c'est ainsi que naît donc Conviction. Alors, Malik, comment fonctionne donc l'académie au quotidien? Comment elle est organisée? Nous avons des coachs qui suivent de près les joueurs pour leur formation. Et nous avons deux coachs, un pour les gardiens et l'autre pour les joueurs de champ. Nous avons 4 séances d'entraînement par semaine de 2 heures. 2 séances les matins, donc le mardi et le mercredi, et 2 séances dans la soirée, le jeudi et le vendredi. Nous avons l'habitude de participer dans des grands tournois en Slovénie,
aux Émirats, en Italie, et nous organisons aussi nous-mêmes des stages et des tournois sur place à Istanbul. Chaque week-end, nous jouons des matchs amicaux avec des clubs professionnels de moins de 21 ans pour se frotter un peu plus au niveau et permettre aux jeunes talents de se faire. Alors Malik, quelles sont les ouvertures et les opportunités dont disposent aujourd'hui ces jeunes-là qui passent par ton académie? Nous avons des partenaires dans des pays tels que la Slovénie, la Bulgarie, la France, l'Italie, les Émirats arabes unis, la Turquie, dont certains de ces responsables des clubs viennent assister à nos entraînements et même nos stages de perfectionnement que nous organisons afin d'apprécier le niveau de jeu de nos joueurs éventuellement. Il arrive un moment où le joueur doit prendre son envol. Dans la majorité des cas, l'académicien sort du centre avec un contrat signé en bonne et due forme dans un club de ligue professionnelle. Alors Malik, ressortons par cette question qu'on se pose tous. C'est donc, ok, aujourd'hui il y a l'académie Conviction Dream, on voit le projet, mais quelles sont donc les perspectives à venir pour cette académie-là? Notre plus grand challenge en ce moment est de constituer une équipe bien solide et s'affilier à la Ligue de football amateur, quoi pas professionnel, ici en Turquie, afin de disputer les championnats nationaux. Donc, aussi, j'ai pour ambition d'ouvrir un club de football professionnel dans mon pays, qui est le Cameroun. Et j'espère vivement que ce projet soit mis sur pied, s'il plaît à Dieu. On espère également qu'il sera mis sur pied, s'il plaît à Dieu. Donc voilà un peu ce qu'il fallait savoir sur cette académie. Peut-être on aura l'occasion de revenir dessus. On fait quoi? On prend le quiz. Le quiz porte donc sur le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Alors les gars, la première question que je m'en vais vous poser est celle de savoir qui est le détenteur du titre. Silence sur le plateau. Le Maroc. Bien, bonne réponse de Yannick qui revient en force. Ça fait un point pour Yannick. Tatou n'est pas fair play. Il n'applaudit pas pour l'adversaire. Ce n'est pas grave. Alors, il faut savoir que le vice-champion du CHAN ne sera pas représenté à cette compétition, ne sera pas au Cameroun. De quel pays s'agit-il? On rappelle qu'il s'agit du pays le plus peuplé d'Afrique. Nigeria. Le Nigeria, la réponse venait donc de Yannick. Belle réponse, ça fait 2-0. Attention, c'est très grave. C'est très grave. Dévastatrice. Alors, les gars, aujourd'hui, la question qui va donc se poser, c'est quand va se dérouler le CHAN 2020? On a donné la réponse tout à l'heure. 2020. 3 avril au 28. Tout à fait, du 3 avril. Avril 2020. Si on était dans le volleyball, on dirait c'est en 3-7 à 0. Non, c'est pas 3-7, j'ai dit avril 2020. Non, avril n'est pas une date. Avril n'est pas une date. Et d'ailleurs, je me souviens avoir eu cette discussion avec mon ami Richard Naha dans un forum où je lui expliquais justement que avril n'est pas une date, monsieur Pierre Tatou. C'est une période. Non, mais pas une date. Alors les gars, 30 secondes pour ressortir de cette émission, un message comme ça pour contribuer au développement et surtout à l'essor du sport business en Afrique. Yannick? Oui, je pense que tout ce qu'il faut faire, c'est comme on forme des joueurs sur le terrain, il faudrait aussi qu'on forme des managers. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec l'initiative qui a été celle de l'ESTIC, l'institut qui forme en communication en journalisme au Cameroun, de permettre à ce que des managers, des gens de terrain comme nous partagent d'expérience avec des étudiants en master. Tout à fait. Et la même expérience, la même volonté se manifeste avec la Liga, en signant en partenariat avec l'Université catholique d'Afrique centrale dans le cadre des programmes NBA dans le sport. Je pense que si on veut développer le football en Afrique, commençons aussi par penser à ceux qui vont le manager pour que jamais les questions de gouvernance ne se posent en Afrique. En Afrique, tout à fait. On puisse aussi avoir des leaders qui soient capables de briller dans le management, comme les Samuel Eto'o, les Mo Salah et tout le reste le font sur le terrain. Sur le terrain, Tatou? Oui, moi je pense que je continue à le dire. Il faut des bonnes personnes aux bonnes places. Et quand il y a un projet
sportif au Cameroun, il faudrait qu'on mette à la place, aux places qu'il faut des personnes qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, et surtout des personnes du terrain. Et pour ajouter à ce que Yannick disait, aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de former les managers, de former les administrateurs, de former les acteurs, les acteurs du sport, business, au Cameroun et en Afrique. C'est pour cette raison que je ne cesserai jamais de féliciter les STIC, l'Université catholique, et d'ailleurs, il y a même la Fédération camerounaise de volleyball qui a signé un partenariat avec le Collège Johnson. Justement, j'allais justement sortir par là. Il y a la Fédération camerounaise de volleyball, le président Serge Abouem, qui a signé un partenariat avec le Collège Johnson. Mais aussi, je demande aux agences de commencer à offrir des masterclass. Les masterclass, c'est très important. D'ailleurs, nous, on a lancé une série de masterclass avec la Startup Academy. Je pense que d'ici, avant la fin du mois d'octobre, ça va, enfin le prochain mois. Le mois de novembre. Il y aura une convention qui sera signée avec la Startup Academy, justement pour pouvoir offrir le maximum de masterclass possible et faire venir des experts comme Yannick Deguet, comme Francis Longuené, comme Nasser Andouria, ou même ceux qui partiront de l'étranger pour venir partager leur expérience et communier et former, parce que c'est très important. Alors, on continue à dire, nous sommes disponibles à aider, nous sommes disponibles à former, et n'attendons plus qu'on fasse appel à nous. Tout à fait. Eh bien, nous, on va remercier également toute l'équipe qui était mobilisée dans le cadre de ce programme. Je salue William. Il y a également Dieu béni Michael qui était donc à la réalisation de ces 2859 boutons que constitue sa console technique. Merci également à Marina Ngogvina, à David Kevin Abala qui nous a accompagnés dans le cadre du sommaire. Et aussi, merci à mes chers invités. Nous, on dit quoi? On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un programme encore plus alléchant. On dit quoi? On garde la même forme, on garde le même slogan, restez sport, messieurs tout business. Ciao et à la semaine prochaine.